présentez? Informaticien ou économiste ou, Non, alors économiste, probablement pas, parce que j'ai très longtemps considéré que l'économie c'est quelque chose de trop sérieux pour le laisser aux économistes. Une fois, il y a un journaliste des Échos qui m'a interviewé à propos d'un de mes livres, et puis quand il a dû... on a terminé, il avait mis sur l'article Philippe Aigrin, économiste, parce que j'avais écrit un livre sur l'économie de la culture. Hein, il m'a demandé, je lui ai dit, mais non, je ne veux pas usurper, je ne suis pas économiste. Il m'a dit, non, le dites pas, sinon je ne pourrais pas publier mon article. Donc voilà, je ne suis pas économiste, mais c'est sûr qu'informaticien, c'est pour... D'abord, ça a été mon métier pour une grande partie de ma vie, et d'autre part, c'est lié à un certain nombre de conceptualisations que j'ai faites en, disons, problématisant les techniques informatiques et plus tard ce qu'on appelait le numérique. Hein. Et c'est à partir de ça que j'ai rencontré Bernard en 1989. Donc, et je suis resté informaticien en l'étant de moins en moins dans le cambouis, c'est-à-dire de l'écriture du code, qui est en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans l'informatique, parce que l'écriture du code informatique, pour moi, c'est un travail de création. Et donc, j'étais, disons, ça a toujours été en toile de fond de ce que j'ai fait. Maintenant, il est vrai que depuis une dizaine d'années, je m'intéresse principalement à la littérature et à l'édition littéraire, et donc aujourd'hui, je me définis plutôt comme auteur ou comme poète et auteur de fiction. Je ne me définis pas vraiment comme éditeur, parce que je dirige une maison d'édition, mais ce n'est pas moi l'éditeur de la maison d'édition. Voilà. Donc je suis, on peut dire, informaticien et auteur. D'abord, j'ai été auteur d'essais. Aujourd'hui, je suis auteur de poésie et de fiction. Alors en 89, lorsque vous avez rencontré pour la première fois Bernard Stiegler, quelles en étaient les circonstances? Alors, j'avais entendu parler de Bernard par l'exposition Les Immatériaux, qui était une exposition qui avait été réalisée principalement à l'initiative de Jean-Pierre Lyotard, et à l'organisation de laquelle Bernard avait travaillé, et dans lequel il y avait beaucoup de choses sur le rôle de l'informatique pour les textes. Hein. On était à une époque où l'usage de l'informatique dans la culture était souvent concentré sur des projets de génération automatique d'œuvres. Il y avait une organisation qui s'appelait Electronic Literature Organization, ILO, et c'était surtout des travaux comme ça que aujourd'hui je considère comme moyennement intéressants, hein, disons. Mais au Centre Pompidou, je crois. Ouais, c'était au Centre Pompidou. Les Immatériaux, c'est une très très bonne. Je l'avais visité, donc je connaissais l'existence de Bernard. Mais en 1989, ce qui s'est passé, c'est que donc en 88, Mitterrand a décidé de faire une très grande bibliothèque. Et en 1989, il y a eu la mise en place de la mission de préfiguration de ce qui s'appelait à l'époque la TGB, encore la très grande bibliothèque, je crois. Et là-dedans, il y a eu, à l'initiative de Jean Gattegno, qui était le directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, il y a eu, et qui a été devenu directeur scientifique de cette mission de préfiguration, il a créé un groupe de travail de chercheurs et écrivains sur ce qui s'appelait le poste de lecture assisté par ordinateur. Et donc, c'était l'idée de à quoi ça va ressembler, puisqu'à l'époque, on croyait encore que la BNF serait surtout une bibliothèque numérique.
Et donc, cette idée, c'était qu'est-ce que ça sera l'outil de travail des chercheurs pour la BNF. Et là-dedans, il a réuni un groupe dans lequel il y avait des gens comme Jacques Roubaud, Christian Jacob, qui est quelqu'un de très très intéressant sur les sujets qui vous occupent, qui a un groupe de travail et de recherche qui s'appelle Lieu de savoir, et d'autres. En fait, Bernard ne me connaissait pas, et c'est par l'intermédiaire d'un collègue à moi qui s'appelait Jacques Virbel, je crois qu'il est décédé, qui travaillait, lui, sur la représentation informatique du texte, Jacques Virbel lui a dit que moi, j'avais une équipe qui travaillait sur l'analyse de l'image et du son. Et donc, j'y étais invité dans ce groupe de travail qui a travaillé pendant 3 ans. Et intensément, j'y étais invité pour représenter les travaux notamment sur le son, les archives musicales et sur les archives audiovisuelles. Voilà. Donc ça, c'est l'origine de notre rencontre. Mais il y avait une espèce d'ébullition intellectuelle dans ce groupe, et on parlait de tas d'autres choses que le sujet précis du groupe. Et à ce moment-là, Bernard et moi, on s'est rendu compte qu'on avait un terrain absolument commun, qui était de penser l'informatique, parce qu'à l'époque on disait l'informatique, hein, même Internet existait déjà et tout ça, mais on pensait surtout l'importance du calcul, de la programmation, les usages principaux, c'était les usages de ce que faisait quelqu'un avec un ordinateur, plus que l'Internet. Et donc on s'est rendu compte que tous les deux, on avait employé la même expression pour désigner ce qui était en train de se passer comme changement radical, en considérant que l'advenue de l'informatique était une mutation anthropologique. Donc c'est vraiment ces deux mots qui ont été le point de rencontre pour nous. Et simplement, on n'avait pas tout à fait les mêmes repères dans cet univers. C'est-à-dire le point commun, c'était le roi Gourand mais moi j'avais vraiment travaillé plutôt du côté de l'anthropologie, et Bernard, lui, il avait travaillé, comme vous le savez, beaucoup à partir de la phénoménologie, hein, donc d'une approche philosophique mais aussi anthropologique. Ce qui fait que, par exemple, on se retrouvait par un intérêt passionné pour Gilbert Simondon, mais c'était pas le même Simondon. C'est-à-dire, pour moi, c'était le Simondon du mode d'existence des objets techniques, et pour Bernard, c'était l'individuation, personnelle et collective. Et donc, la première grande influence qu'a eu Bernard sur moi, c'est de me faire découvrir cet autre volet de la pensée de Simondon, et ces questions que moi j'abordais avec difficulté parce que je n'avais pas une formation philosophique, hein. Et on se fritait un peu parce que Bernard était un philosophe, puisque, bon, après tout ce que vous savez de l'avant, que moi je ne connaissais pas du tout à l'époque, hein, j'ai appris beaucoup. Bernard était devenu, pendant son séjour en prison et après, vraiment un philosophe qui voulait se définir comme tel. Donc il était un philosophe qui s'intéressait à l'informatique, et moi j'étais un informaticien qui se piquait de sujets proches de la philosophie, hein. Et ça a été à la fois ce qui a rendu passionnant nos interactions, mais qui parfois faisait qu'on n'abordait pas les questions de la même manière. Voilà.
plus tard. En tout cas, Leroi-Gourhan et Marcel Mauss étaient des références constantes dans ces mémoires. Mais alors, c'est sûr, si vous voulez, moi, quand j'ai tracé un peu la ligne actuelle de ça, bon, ça commence par Mauss et Leroi-Gourhan. Ceci dit, c'est ensuite, quand ça continue, ça allait sur des gens comme Philippe Descola et son école, et aussi, donc, enfin, Simondon a été un élève de Mauss, hein, Thésard, je crois qu'il a fait sa thèse avec lui, enfin, il y a donc, mais ça, on fait de l'affiliation intellectuelle a posteriori, hein, mais la réalité, c'était pas ça. La réalité, c'est que tous les deux, on se disait, on ne peut pas penser que l'informatique, c'est juste une technologie. Hein. Ce qui se passe, ça va être beaucoup plus important que ça. Et ce que Bernard a mené, c'était son idée des rétentions, et qu'il y avait une nouvelle forme de rétention qui allait transformer profondément les rôles respectifs des hommes et des machines. Et moi, je le prenais à partir de la pratique du calcul, de l'histoire, du développement de l'informatique, et d'avoir recherché dans cette histoire les personnes dont Ada Lovelace, mais aussi des gens comme Torres Quevedo et des gens comme ça. Bon, c'est des gens du 19e siècle, hein, qui ont posé les fondements d'une compréhension que quand on peut externaliser des processus qu'on dirait être des processus de pensée, alors le rôle des humains change, en bien ou pas. Dans mon livre Cause commune, que j'ai publié en 2005, il y a tout un chapitre qui parle d'Ada Lovelace, parce qu'elle a vraiment perçu ça, qu'il y allait avoir un déplacement des fonctions des respectives des humains et des machines, et qui pouvait se passer dans deux sens. Alors ça, c'est moi qui rajoute ça maintenant, c'est-à-dire ce qu'on a fini par décrire comme une dépossession des savoir-faire humains, transférés à la machine, hein. Donc, le mauvais côté du pharmacone de Bernard, mais à côté de ça, aussi une transformation des modes de pensée des gens qui allaient se servir, programmer et se servir des machines. Hein. Et je pense que c'est important de se souvenir ça, parce que la période précédente, les années 70, début des années 80, l'essentiel des intellectuels progressistes dénonçaient l'informatique comme étant un outil de surveillance. Déjà, moi j'ai écrit des tas d'articles là-dessus à l'époque, d'optimisation des profits, de parcellarisation du travail, et du coup de dépossession des savoir-faire. Hein. Donc jusqu'en 82, moi j'avais un discours complètement, j'appelais schizophrénique, parce que je faisais avec grand plaisir de l'informatique, mais en même temps, je la décrivais comme étant un outil ravageur sur le plan social et culturel. Et bon, en 82, 83, vraiment, et dans toute la suite, bon, la situation est devenue évidemment plus complexe à cause du développement de l'informatique personnelle, à cause des traitements de texte, et c'est devenu clair qu'il y avait à la fois des effets prometteurs, porteurs de socialité, et d'autres qui étaient ceux qu'on avait décrits avant. C'est un peu long. Déjà, Bernard avait développé son concept de pharmacologie. Non, pas du tout.
À ma connaissance. Non, ça c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Alors moi, c'est Bernard, c'est en ça qu'il est, disons, assez typique d'une certaine façon de d'écrire la philosophie, surtout dans ses livres plus que dans sa parole. Il aime raisonner autour un certain nombre de mots qui sont des concepts très compliqués. On peut y voir une source heideggerienne dans cet usage des concepts. Et et s'il y avait eu Pharmakon dedans à cette époque, je m'en serais rendu compte, parce que je dois être une des seules personnes qui ait lu les 3 premiers tomes de La technique et le temps. Hein. Et je l'ai lu, et très honnêtement, on peut dire, j'ai très peu compris. Hein. Par contre, c'était parfois lumineux quand Bernard parlait de la même chose. Ça, je crois que c'est une expérience que beaucoup de gens ont eue, mais en même temps, lui, il avait besoin d'écrire les livres. Hein. Il y aurait... Et c'est encore vrai, par exemple, aujourd'hui, un livre comme La Disruption. La disruption, c'est un mot qui existait déjà, hein, bien sûr, mais la disruption, c'est un concept extrêmement important. Ça fait partie de ceux qui, à mon avis, il faut qu'on poursuive, maintenant que Bernard n'est plus là, pour les promouvoir, notamment parce qu'il a été une des seules personnes qui n'a pas seulement dénoncé la disruption qu'on subit, mais aussi dire que pour la combattre, il faudrait aussi que nous soyons des acteurs de disruption. Ça c'est dit lumineusement dans un petit interview dans Libé. Et si vous lisez tout le bouquin sur la disruption, c'est un peu... on le trouve pas aussi clairement. Hein. Mais je pense que Bernard avait besoin de faire ces grands édifices textuels, et puis après, il portait un discours qui, lui, était vraiment accessible. Voilà, disruption à laquelle, après, il est venu à la bifurcation. Oui. Ouais. Ça, les livres, je les ai lus dans tous les années 90, hein, progressivement, hein, parce qu'il y a eu les 3, ils ne sont pas parus, il y en a en même temps, il y en a eu 2 d'abord, je crois. Mais c'est pas ça honnêtement, c'est pas ça qui m'a influencé, pardon. Ce qui m'a vraiment influencé, c'est à l'époque, moi je travaillais essentiellement à faire des outils de réception critique. Parce que je me disais, c'est terrible, on apprend à l'école aux gens à comprendre les textes et à avoir un esprit critique par rapport aux textes, et on a un média qui est devenu le média document dominant, qui est la télévision, et puis des médias dont on sait qu'ils ont pu être instrumentés très fort dans des processus totalitaires comme la radio, et on n'a pas développé d'esprit d'outils de réception critique de ces médias, même quand les gens ont eu des magnétophones, des magnétoscopes, en fait, on n'avait pas de littératie des médias audiovisuels. Hein. Donc, et pour moi, j'avais l'idée de concentrer mon travail sur la réception critique et la notation. Hein. Donc, les outils de mon équipe de recherche, c'était ça. C'était en partie parce que là où il y avait de l'argent, c'était pour faire des outils pour des chercheurs. Pour faire des outils plus grand public, en France, c'est impossible d'obtenir des financements pour une équipe de recherche. Et donc, j'étais centré sur la réception critique, et Bernard, il m'a fait comprendre une chose hyper importante, c'est que il ne peut pas y avoir de réception critique s'il n'y a pas en même temps une création, un résultat communicable de la réception critique. Donc et là, ça a une influence vraiment sans doute la plus importante qui est sur moi, c'est-à-dire de changer le travail, les buts de mes travaux vers la possibilité
toujours garder l'importance de la notation, par exemple, mais dans l'idée, on a une bonne réception critique quand on a un projet intellectuel. Mais ça ne doit pas être un grand mot, ça peut être un projet simplement de démontage d'une rhétorique qu'on n'aime pas. Mais on va arriver à vraiment défaire le nœud de ce qui nous paraît aliénant que si en même temps on produit quelque chose. Et Bernard, pour lui, c'était totalement naturel, mais pour moi, personne ne travaillait sur la réception critique, donc c'était notre petit morceau du gâteau des efforts dans ce domaine, et en fait, ça, tout seul, ça ne pouvait pas marcher. Donc, et ça s'est passé dans le groupe de travail poste de lecteur assisté, qui était centré sur le texte, principalement, mais aussi ensuite dans des choses qui se sont appelées les ateliers de l'INA, qui étaient donc à l'Institut national de l'audiovisuel et qui étaient là centrés sur le travail sur la vidéo. Enfin, la vidéo, les archives de télévision. Une ligne de temps. Ligne de temps peut être considérée comme un résultat à terme de ces travaux. Parce que on dit que l'informatique ça bouge toutes les semaines, mais ce qui bouge c'est des petites normes stupides de langage, mais en réalité les concepts ils évoluent aussi lentement dans l'informatique que dans tout le reste, hein. Et donc ça a pris du temps avant que moi, j'avais fait un outil semblable à ligne de temps dans les années, les premières moitiés des années 90, qui analysait la vidéo, reconnaissait les plans, les séquences, et ce qu'on avait peu fait, ça permettait d'écouter, visionner ou écouter, parce que ça marche aussi pour la musique, mais cet outil, vraiment, il n'était pas... il était trop complexe, pas assez centré sur un débouché qui était communicable. Or, ligne de temps, au fond, c'est un outil qui a été construit par l'équipe de Bernard, alors, pas seulement Bernard, mais aussi les gens qui travaillaient avec lui à l'IRI, hein, pour... avec comme usage type la captation vidéo d'un séminaire et sa transcription et son usage en communication, hein. Et c'est toujours très bon quand on prend une situation type comme ça, surtout si elle est intéressante et courante, hein. Et donc, ligne de temps était vraiment un bon outil. Puis en plus, c'était fait pour être utilisé aussi dans le temps réel du séminaire, hein. Ça, je suis un tout petit peu moins convaincu de ce que ça produisait, mais quand même, c'était précieux. Donc, voilà pour ça. Je reviens quand même sur les livres que vous avez lus de Bernard. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont impressionné? Il y a beaucoup de livres qui m'ont impressionné, mais il est clair pour moi qu'il y a deux livres qui sortent complètement du lot, qui n'ont rien à voir, qui se lisent comme des romans, alors que c'est des livres avec un contenu intellectuel très fort. Et il se trouve que ces deux livres, ils ont été écrits quand moi j'étais à l'IRCAM et que Bernard le dirigeait. Donc c'est Passer à l'acte et du 11 septembre au 21 avril, enfin je sais plus, il y a un autre titre, Richard Dern. Et bon, alors évidemment, Passer à l'acte, c'était... on n'était pas... ça, c'est en 2003 hein, que j'étais à l'IRCAM. Entre-temps, on avait gardé des relations amicales avec Bernard par l'intermédiaire d'amis communs.
en fait. Parce que avec ma compagne, on est parti vivre 7 ans à Bruxelles, où on travaillait pour la Commission européenne. Moi, de la gestion des programmes de recherche et elle sur la gestion des quartiers en difficulté. Ou le soutien aux quartiers en difficulté. Et quand on est parti là-bas, Bernard nous a dit, j'ai de très bons amis là-bas, vous devrez les rencontrer, et ce sont devenus des très bons amis à nous. Parce que à part ça, nos rapports avec Bernard étaient des rapports très amicaux, mais pas d'intimité. Il y a des formes d'amitié différentes, et c'était... je suis sûr qu'il a des gens avec qui il a eu des rapports d'amis, alors que la filia est un concept très important chez Bernard, et elle est définie comme les gens à qui on dit ce qu'on ne dit pas aux autres, chez les philosophes grecs, mais ce n'était pas ce genre d'amitié-là qu'on avait, mais par contre une espèce de solidarité et d'intérêt mutuel, oui, ça c'était... Autrement dit, vous avez découvert son passé oui. à travers Passé à l'acte. Oui. D'accord. Je m'en rappelle encore, je travaillais donc à l'IRCAM, je suis passé devant les Cahiers de Colette, une librairie qui est dans la rue Rambuteau, j'ai vu qu'il y avait ce bouquin en ligne. Et je suis allé déjeuner, et j'ai lu le bouquin dans le déjeuner. Évidemment, pour tous les gens qui, à la fois, le connaissaient assez bien et qui ne connaissaient pas le passé, c'était un choc. Mais un choc, on n'y était pas choqués, dans le sens... on était... on devait réassembler ce qu'il était à partir de ce nouveau savoir pour nous dans ça. Mais en réalité, ça n'a pas changé ma perception de lui, je crois. Mais ça, par contre, je crois que ces 2 livres ont conduit à un nouveau registre d'écriture chez lui, une nouvelle façon d'écrire qui a touché énormément de gens et qui fait qu'il est sorti de ce qui restait encore un petit milieu intellectuel pour parler au grand public. Enfin, grand public, hein, le grand public de la partie actualité intellectuelle de France Inter, hein, pas le grand public de TF1, mais à part ça, à l'IRCAM, Bernard, qui était un passionné de musique, moi j'ai travaillé beaucoup sur le son et la musique, et je travaille encore à travers la poésie, mais en fait je connais rien à la musique, et je ne suis pas du tout musicien. Bernard était un vrai connaisseur de musique, c'est comme ça qu'il a pu avoir ce poste, mais en même temps il était inhabituel, hein. C'était pas Boulez, Laurent Bell, il était hors du milieu, hein. C'était donc je pense pas que ça a été forcément la période la plus heureuse de sa vie, mais par contre après quand il est passé à Beaubourg, un poste qu'aujourd'hui a Mathieu Pot-Bonneville, hein, donc un poste où il a pu vraiment développer ce qu'il voulait faire comme médiation culturelle, et puis surtout après il a décidé de faire un pas de côté avec en externalisant les riz de Beaubourg, et ensuite en développant son centre où je ne suis jamais allé, hein, je ne connais absolument pas.
En plus, moi, j'étais toulousain. Donc, si vous voulez, on a vécu à Toulouse de 83. Donc, Granel, qui était le tuteur de Bernard à ce moment-là, on le connaissait. C'était donc, c'était pas un terrain complètement inconnu, c'était très étrange, finalement. Et d'autre part, on connaissait aussi des gens qui ont eu des trajectoires similaires. Parce que c'est ce qui est arrivé à Bernard, il n'est pas le seul. Il y a des gens, il y a un groupe lyonnais qui s'appelait la Bande des Tables Claudiennes. C'est un lieu qui avait fait des hold-up et là-dedans, il y avait des intellectuels, des gens, et ça, c'est avant bien ce qui a amené Bernard en prison, mais ces gens-là avaient été en prison. Et par exemple, la prison de Muret, nous, on a été personne ou quand une de ces personnes avait droit à des permissions, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se porte garant à l'extérieur. On a été une personne comme ça. Donc on aurait pu connaître Bernard dans cette époque, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, c'est bien des années après, hein, parce que, vous voyez, c'est 2003 par rapport à, je sais pas, milieu des années 80. Donc, après, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'espèce d'obstination, dans le meilleur sens du terme, de construire sa pensée, tout ça, il y a sûrement une influence du fait qu'il a été dans cette solitude et cette dureté. Après, chez lui, il y a eu 2 tomes d'un livre sur... il y avait c'était La Société automatique ou quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est des livres qui continuaient vraiment le type de travail auquel je m'étais intéressé. Je les ai lus. C'est très intéressant, hein, vraiment. Et c'est ça qui a préparé les concepts de pharmacone, puis de disruption, puis de bifurcation. Hein. Alors, la bifurcation... honnêtement, il y avait beaucoup de gens qui avaient construit ce terme, utilisé ce terme avant Bernard, et pas forcément exactement dans les mêmes sens. Hein. Pour vous donner une idée, le sous-titre de ma maison d'édition, c'est Littérature et bifurcation. Hein. Des tas de groupes, mais ça c'est anecdotique, et puis de toute façon c'est tardif. Mais il y avait au sein des militants intellectuels de gauche, alors certains ayant tourné autour d'Attaque et du monde diplomatique, mais dans la frange la plus intellectuelle, le mot de bifurcation, ou dans le monde altermondialiste, on n'arrêtait pas de parler de bifurcation. Hein. Mais ça n'avait pas le sens précis que Bernard y a donné en termes de choix qui vont permettre la bifurcation, hein, parce que chacun a son idée de qu'est-ce que c'est la bonne façon de bifurquer. Hein. Moi, justement, je pense que je n'ai pas une seule idée de quelle est la bonne façon, mais si vous voulez, on a eu une période un peu difficile parce qu'on a eu une sorte de retour des années 70 avec une nouvelle série de penseurs qui ont eu beaucoup, je suis peut-être indulgent en employant ce mot-là, qui ont eu beaucoup d'impact public, comme Éric Salin, qui ont
au départ, alors il a changé, hein, Éric Salin, mais au départ, ce courant de pensée a dit, on vous l'avait bien dit, que tout ça, c'était l'informatique, le numérique, c'était une invention néolibérale, militarisée de la Silicon Valley. Des idiots utiles utopistes, naïfs, comme Manuel Castells ou moi, ont été assez bêtes pour croire à de fausses promesses. Hein. Bon, et ça, je crois que Bernard n'est jamais tombé là-dedans. Et là, s'il y a une importance du concept de pharmacone, elle est de ce côté-là, pour dire attention. Simplement, je crois qu'en fait, dans sa réception publique, le concept n'est pas très bien choisi, parce que quand les gens entendent pharmacone, ils disent bon. Ça va, mais il ne faut pas surdoser. Hein. Or, ce n'est pas ça la bifurcation. Hein. C'est, si vous voulez, c'est choisir des trajectoires et pas d'autres. Hein. Donc, alors évidemment, entre le poison pur et le médicament et le remède, évidemment, il y a une bifurcation. Hein. Mais les gens entendent, ouais, il faut, c'est bien le numérique, mais alors que les types de, moi, je défends. Peut-être de façon plus radicale que ne souhaitait le faire Bernard, il est nécessaire de développer une certaine forme de ludisme à l'égard de type de matériel, de type de technologie ou de type de service, en refusant radicalement de les utiliser, même si c'est très difficile dans un premier temps. Et ça inclut, et je ne l'ai pas fait moi encore, hein, c'est-à-dire que quelque part là il y a un smartphone, hein, mais moi je pense que excusez-moi parce que comme c'est des questions un tout petit peu complexes, je suis obligé de revenir un peu en arrière. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 1995 et 2005, il y a eu un développement extraordinaire des usages créatifs et sociaux du numérique et d'Internet. Hein, pas seulement de l'informatique, mais aussi d'Internet. Et il y a eu une forme de contre-révolution, au sens de la contre-réforme, si vous voulez, qui s'est traduit par une énorme centralisation des services et surtout une prise de contrôle des matériels. Et les matériels sont venus non plus des outils qu'on choisit et qu'on utilise à notre façon, mais le représentant dans l'intimité ou dans la maison ou dans le travail d'acteurs de surveillance, de contrôle, et ça, c'est passé comme une lettre à la poste. Et là, bon, si vous voulez, il y a quelques intellectuels qui ont essayé sans jeter le positif de l'informatique et du numérique, de dire il faut absolument résister à cette contre-révolution et cette dépossession du contrôle sur les outils et du devenir des outils, plus encore que la façon de les utiliser,
principalement Eben Moglen aux États-Unis et une série de gens beaucoup moins connus comme moi en Europe. Hein. Et on a échoué. Hein. On a vraiment échoué. C'est passé comme je veux dire, des trucs comme Facebook en deux années. Ça avait acquis des centaines de millions d'usagers. Et quelque chose comme Facebook, tout simplement, ne devrait pas exister. C'est une aberration. Quelque chose qui vous demande de mettre tout ce que vous faites au lieu de choisir, ça je le mets là, d'ailleurs je le mets là, comme on fait avec un blog, un site collaboratif. Donc on met tout dessus. Et on le partage avec des gens qu'on a appelés des amis parce que la valeur en bourse compte de combien il y a de liens d'amitié. C'est tout. Et ça, c'est la dureté des temps dans lesquels nous vivons maintenant, avec un ajout énorme de provoquer... disons, ce qui avait permis cette prise de contrôle sur le potentiel du numérique, c'était, dans le côté positif, la commodité. Eben Moglen, il a parlé de dictature de la communauté, convenience en anglais. Mais de l'autre côté, c'était la sécurité, et en particulier la sécurité antiterroriste. Parce que, on ne sait peut-être pas, mais moi j'étais membre de la commission parlementaire sur le droit et les libertés à l'âge numérique, qui a travaillé pendant 1 an et demi, et on a vu passer... en tentant en vain de résister toutes les lois antiterroristes. Mais en fait, c'était de la gnognotte comparé à la pandémie. Comme outil par exemple, moi, je suis relativement fier d'avoir contribué à empêcher le premier Stop Covid, la première application Stop Covid, alors que je suis un grand défenseur de l'importance du traçage des cas et des choses comme ça. Mais un truc qui capture tous les contacts que vous avez avec des gens, y compris des inconnus et tout ça, c'est une horreur. Orwell, il n'aurait pas osé. Enfin, et donc, cette dureté de cette époque-là, elle explique quand même beaucoup des choses. Il faut être sacrément solide pour ne pas déprimer. Voilà. Et donc il y a eu et d'autre part il faut faire groupe et c'est ce qui est terrible dans la pandémie actuelle, c'est la difficulté de continuer à faire groupe à cause de la distanciation sociale qu'il ne faut pas appeler comme ça. A quand même un concept, il a beaucoup développé dans plusieurs livres, comme sur les générations, etc., sur le soin. Son concept du soin est quand même quelque chose qui, en période de pandémie, peut être appliqué. Excusez-moi, le soin, oui. Le care, c'est-à-dire, là, c'est je crois beaucoup au concept de soin. À la fois dans le sens que, par exemple, qu'a beaucoup utilisé Alain Giffard, qui est quelqu'un dont j'espère que vous l'interviewerez, parce qu'il connaît, y compris prendre soin de soi, hein, pas seulement et aussi prendre soin des autres et tout ça.
malheureusement, l'usage anglo-saxon du mot care et sa reprise maladroite par Martine Aubry, tout ça, ça a un peu rendu confus le concept. Mais je crois aussi, oui, qu'il est extrêmement important et que son rapport avec les rôles respectifs des hommes et des femmes dans nos sociétés est quelque chose de également important. Et là, il y a des éléments qui peuvent rendre un peu plus optimistes sur moi, j'appartiens à une génération où, pour une minorité de gens, il y avait eu une égalisation forte du partage des tâches domestiques. Hein. Mais la génération qui a suivi, c'était incroyable, quoi. On a vu des enfants de nos amis où une jeune femme abandonnait son travail, se confinait dans des périodes pré-mouvement féministe. Hein. Et donc le soin, oui, c'est un concept super important, mais bon, évidemment, le comment on le met en œuvre, c'est là que les difficultés commencent. C'est-à-dire, comment enfin, bon, je veux dire, prendre soin de génération, un livre comme ça a déjà annoncé ce qui allait suivre maintenant avec Greta Thunberg et son adhésion à ce combat-là écologique. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Franchement, je pense que c'est important. Je ne veux pas minimiser du tout le rôle de Bernard, parce que ce serait tout le contraire de ce que je pense. Mais là, il y a un autre volet de l'anthropologie qui joue un rôle essentiel dans rendre possible une écologie contemporaine, hein, et qui est représentée en France par des gens comme Baptiste Morisot, qui est un philosophe aussi, ou Nastasia Martin, hein, une thésarde de Descola, il y a des problèmes philosophiques passionnants derrière, et c'est dommage que Bernard ne soit plus là pour les approprier aussi. Vous avez regardé la vidéo de l'entretien avec Damasio à Charybde? Ouais, Alain Damasio a été notre invité à 2 reprises. Non, mais je l'ai filmé cet entretien. Ouais. À Charybde, à Grand Trôle. Oui, je ouais. l'ai filmé. Ouais. Il est sur Oui, moi je l'ai regardé, mais cet entretien, il est très, pour moi, il est très spécial, parce que Damasio, dans son immense modestie, il était en adoration de Bernard. Mais en fait, Damasio, c'est l'égal de Bernard dans une autre façon. Le travail philologique qu'il fait dans Les Furtifs, même l'étendue du champ politique qu'il met ensemble, depuis les proférants jusqu'à des gens qui sont dans du combat presque violent. Hein. Et moi, je suis ressorti un peu déçu. Non, il aurait fallu que Damasio, il est trop dans le soin, lui. Tellement il était. Alain Damasio, tout simplement, c'est quelqu'un qui adore les philosophes et qui s'en inspire pour sa fiction. Ouais. Et il a ce don de la fiction. Ouais. Il faut l'avoir, l'imagination. Ouais, mais c'est-à-dire que, bon, à un moindre degré, c'est aussi le travail que je fais, de partir des philosophes pour faire de la fiction. Mais enfin, c'est pas
c'est pas direct. Il faut d'abord, c'est deux choses. On est dans un bain philosophique et puis on fait de la fiction. Mais Damasio, c'est quand même, il y a 15 ans entre chaque livre. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup de travail, du travail avec des gens, par exemple la personne qui a travaillé, Les Furtifs, ça a commencé par un travail sur le son, et la femme dont j'ai oublié le nom. Sur les jeux vidéo. Ouais, c'est absolument. En fait, c'est tous ces actes. Enfin, c'est un peu le travail que vous faites, donc mais c'est le confluent, oui, c'est oui, toutes ouais. ces disciplines, ouais, Ouais, que ce soit ouais. interdisciplinaire, D'ailleurs. c'est sûr. Il y a un une poète. autre mot, un autre concept qui revient toujours dans les travaux de Bernard Stiegler, c'est la prolétarisation de la perte des savoir-vivre, des savoir exister, des savoir faire. Ouais. Alors ça, c'est celui-là, il est quand même vieux. Il est vieux, mais évidemment, il a pris une réalité accentuée d'une façon... c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait une très bonne série de documentaires sur les classes ouvrières qui sont passés, je crois, sur France 3. Hein. Il y a quatre fois... sur France. Le temps des ouvriers, ça devait s'appeler. Bon. On peut voir qu'il y a eu un moment énorme de prolétarisation avec la mécanisation. La mécanisation avec d'abord la machine à vapeur, puis et l'énergie humaine qui n'arrivait plus à suivre l'énergie des machines, et puis après l'automatisation, la chaîne, etc. Et puis là, on en a un deuxième mouvement de prolétarisation, mais là, c'est ça. Ça s'est passé avec... C'est pas une contre-révolution, c'était là depuis le début de l'informatique. De ce point de vue-là, Sadin, il a raison, il a juste tort de croire que c'était le tout de l'informatique, mais c'était là. D'ailleurs, c'est là aussi, d'une certaine façon, chez Babbage. Donc Babbage, qui a construit la première machine à calculer et fait le plan du premier ordinateur, il a écrit un livre avant ça qui s'appelle L'économie des manufactures, et dans lequel il décrit très bien comment il faut se représenter le processus de production, puis on découpe en morceaux, et puis ceux qui peuvent être faits par des machines, on les passe aux machines, et puis ceux qui ne peuvent pas être faits par des machines, on se débrouille pour qu'ils puissent être faits par des ouvriers qui coûtent le moins cher possible. Hein. Donc, tous les concepts de la prolétarisation actuelle, immensément amplifié par ce que des gens appelaient la dictature des tableaux Excel et des choses comme ça, simplement le vrai problème, c'est comment l'optimisme de Marx chez le jeune Marx, mais aussi dans les chapitres sur la technologie du capital, hein, il était basé sur l'idée que l'automatisation mise dans les mains des gens allait rendre possible une libération et que du travail remplacé par les activités, enfin, en concept d'Hannah Arendt, c'était tout le monde aurait été dans l'œuvre et pas dans le travail. Bon, évidemment, c'est jamais réalisé, ça. Hein. Enfin, c'est réalisé que pour une infime minorité. La prolétarisation aujourd'hui, bon, je sais que Bernard a employé le concept, mais c'est la vraie question, et ça, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, hein, parce que, par exemple, moi, j'ai pas
je pense que je n'ai pas vu Bernard dans les 5 dernières années de sa vie. Hein. Donc, la vraie question, c'est comment on recrée comment on recrée la capacité humaine d'échapper à la prolétarisation. Et ça, c'est un problème qui se pose partout, en particulier dans l'école et l'université. C'est pour ça qu'il a créé Pleine Rue. Ouais. Alors là-dessus, ça, c'est un rôle. Là, c'est bien que vous signalez ça, parce que ça, là, il a été absolument moteur. C'est-à-dire la critique du devenir de l'école et de l'organisation, de l'université. Ça, pour moi, c'est lumineux ce qu'il a écrit là-dessus. Et malheureusement, on est à l'opposé de ça dans le devenir actuel de l'université. Mais au moins, on a une feuille de route, quoi. Si vous voulez, là, il y a une question véritable. C'est l'appellation... il se trouve, c'est moi qui ai trouvé le nom Ars Industrialis. Hein, bon. Mais je l'ai trouvé parce que, par empathie et compréhension, excusez-moi, pour Bernard, parce que ce que tu veux faire, c'est un Ars Industrialis. Mais en même temps, j'ai toujours eu... il y a deux mots il y a deux choses qui se cachent derrière l'idée d'industrie. Il y a par exemple, on peut parler de l'industrie d'un individu, on peut parler de quelqu'un qui est industrieux, etc. Et c'est pas à ça que pensait Bernard. Pour lui, il avait vraiment une idée qu'il fallait absolument créer une nouvelle sorte de tissu industriel. Et c'est à ça beaucoup que de Lépine et une autre personne, le nom m'échappe maintenant, dans Ars Industrialis ont travaillé, aussi au rôle de la puissance publique sur comment... et puis, il y a... est-ce que vraiment, quand même, ça laisse ouvert la question de est-ce que le modèle de l'entreprise industrielle est celui qui va permettre la bifurcation. Bon, et je ne pense pas qu'on puisse répondre oui ou non à ça, mais si vous voulez, si vous regardez ce qui se passe de façon diffuse dans le tissu social, c'est pour ça pour moi c'est très précieux d'être aussi dans le monde néo-rural, des choses comme ça, pour voir. Là, vous voyez, de la bifurcation, il y en a un sacré paquet, difficile et tout, mais ce qui se passe, ce qui est très compliqué, c'est que très souvent, quand vous regardez dans le détail, les gens qui arrivent à faire... par exemple, il y a un documentariste, là où une maison dans les Pyrénées, qui a fait un film qui s'appelle Les Aiguilleurs de soie. Ça, c'est vraiment de la bifurcation. Hein. C'est un petit documentaire qui est sur le net, vous pouvez le trouver. Si vous regardez, vous voyez que c'est Vincent Monade. Hop là. Elle a Les aiguilleurs de soie, je crois que c'est. C'est le documentariste qui s'appelle Jean Pacholder. P-A-C-H-O-L-D-E-R. Et on voit, quand on commence à regarder de près, on voit que très souvent, c'est parce que l'état social n'a pas disparu que la bifurcation est possible. Parce que vous voyez, souvent, il y en a dans un couple, il y en a un qui a un travail qui permet de survivre aux aléas de ce vers quoi on bifurque,
et qui est un travail qui va être payé d'une façon ou d'une autre par la puissance publique. Et ça peut aller jusque simplement le RSA pour lequel dans les tissus ruraux les contraintes du RSA sont plus souples et par exemple toute l'activité créative s'il n'y avait pas le RSA elle aurait beaucoup de mal et puis aussi c'est avec un RSA on survit un peu, ce qui n'est pas le cas à Paris donc s'il y a cette difficulté, c'est vous avez plein de bifurcations à la base. En même temps, vous avez des choses qui ne bifurqueront sans doute jamais, c'est-à-dire des microprocesseurs, une usine de microprocesseurs efficace, ça coûte 1 milliard d'euros. La seule qui était vraiment forte et généraliste en Europe, c'est ARM, une société qui est au Royaume-Uni, qu'on a laissé vendre aux Chinois, là. Il y a des choses, donc il y a des choses où les effets d'échelle, on ne peut pas. Et là, de ce point de vue-là, Bernard avait raison. Il faut absolument garder des entreprises industrielles qui rendent possible la base technique qui permettrait un usage bifurqué du numérique. On a souvent parlé de ça, il m'invitait à parler de ces idées. Après, comme il voulait absolument arriver à le faire et le faire vite, et je le comprends très bien, il a essayé de passer des accords avec des entreprises qui soutiendraient, même comme une espèce de danseuse, mais ou parce qu'ils étaient convaincus des développements du type de ceux qu'il appelait. Hein. Mais ça s'est révélé très très difficile. Alors le chef, Vincent vous en parlerait sûrement, parce que c'est souvent lui qui était au charbon pour ça. Bon, maintenant je ne sais pas où c'en était, mais c'était très difficile, vraiment. C'est la pleine commune. Ouais. Oui, alors pleine commune, mais ça c'est les restes pas d'état social, mais de tendances politiques qui sont heureusement, et elles réapparaissent ailleurs. C'est-à-dire ce qui peut se passer dans une ville comme Poitiers ou à moindre degré Grenoble, c'est des choses qui sont qui vont dans cette direction aussi, quoi. Et la mutualisation, par exemple, il y a un concept dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment important, parce que, bon, moi j'ai beaucoup popularisé en Europe le concept des communs. Hein. On ne pouvait même pas parler de communs quand j'ai commencé à travailler dessus. Hein. Les communs, c'était les communs d'un château. Mais d'ailleurs, j'ai appelé ça des biens communs, même dans des cas où ça n'avait pas de sens de l'appeler comme ça, parce que je n'osais pas parler de communs en traduisant simplement l'anglais, qui vient du latin, hein, quand même. Mais bon, ça, ce que Bernard a apporté au tissu de réflexion sur les communs, qui est très vivant en France. Il y a des dizaines de gens qui travaillent là-dessus et qui travaillent à le faire adopter par les villes, par l'État. C'est vraiment quelque chose de vivant. Il a ajouté le concept d'économie contributive. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une expression qui vient de lui, hein, qui s'oppose, je crois, à la notion d'économie du partage que les start-upers ont voulu
promouvoir pour être dans une sorte d'ambiguïté entre ce qui était un commun et pas un commun. Alors que l'économie contributive, c'est de l'économie sur la base des communs. Et ça, c'est, je pense, quelque chose où il y a un héritage de Bernard et d'autres gens qui ont travaillé avec lui qui est important. Alors, vous qui avez écrit Cause commune, ouais. vous connaissez sûrement Christian Laval et Pierre Dardot. Oui, ouais. Ouais, c'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai écrit Cause commune en 2005, et puis à partir de 2015, il y a eu une série de livres. Il y en a 3. Il y a Laval et Dardot. Il y a un livre de Judith Rochefeld et peut-être Séverine Dussolier. En tout cas, il y a Judith Rochefeld qui l'a écrit, qui est un dictionnaire des communs, qui est remarquable. Et puis, il y a un livre, un président, c'est l'âge, président des économistes atterrés pendant longtemps, qui est... Sterdignac. Non. Lordon. Hein? Frédéric Lordon. Non. Il n'est pas du tout dedans. Non. C'est... ah mince. Je vous enverrai ça par mail. Mais et lui, il a animé un séminaire justement dans toute la période entre Cause commune et ça. Il a amené, si vous voulez, il y a un truc qui s'appelle la coalition francophone des communs. C'est soutenu par la Fondation Charles-Léopold Mayer. Au départ, ça a été créé par des gens comme Valérie Peugeot, Frédéric Sultan, des gens comme ça. Et ça réunit tous les acteurs de terrain des communs, dans tous les domaines, depuis l'urbanisme jusqu'à l'eau, alors je ne me rappelle plus bêtement, mais le meilleur livre sur les communs, c'est celui qu'a écrit cette personne dont je ne me rappelle pas le nom. Mais c'est pas grave. C'est le meilleur dans un sens où je pense que Dardot et Laval, moi je les connaissais bien avant leur travail sur les communs, ils ont dans la continuité de Antonio Negri, ils ont voulu remettre Marx à la sauce des communs ou remettre les communs à la sauce de Marx. Bon, c'est un projet tout à fait respectable, mais le vrai bouquin qui explore la substance même des communs, c'est celui-là, qui est de... Je trouverai. Vous me l'enverrez, ça m'intéresse. Oui, aussi, il ne faut pas oublier, comme vous avez parlé de l'économie contributive, dont fait partie le revenu contributif qu'il a voulu promouvoir justement dans son projet de pleine commune. Je reviens à Bernard Stiegler. Alors ça c'est un sujet quand on tire, il y a beaucoup de choses derrière. Donc parce que moi j'étais dans la mouvance ce qu'on appelle le BIEN, le BIEN, le Basic Income European Network, qui a été créé par Philippe von Parijs, qui est un chercheur belge, il y a 20 ans. Sur le revenu minimum d'existence. Et là où vous avez absolument raison, c'est que le revenu d'existence, il y a plein de gens qui ont voulu... Il y a l'idée de l'inconditionnalité du revenu. Au contraire, et du coup,
ça pose des problèmes très importants à l'acceptabilité ou à la transition possible vers le revenu minimum d'existence, dont le problème le plus difficile est sans doute celui de la délimitation des bénéficiaires. Ouais, les gens travaillent depuis 20 ans là-dessus. En fait, ils n'ont pas vraiment trouvé de solution. Alors, après, il y a tout un groupe qui s'appelait Transversal Sciences Culture. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'est quelque chose qui a été fondé dans début des années 80 par des gens comme Jacques Robin, André Gorz. Ce groupe Transversal Sciences Culture, donc, il a développé des tas d'idées, notamment Patrick Vivray, qui en plus était conseiller à la Cour des comptes, donc, sur des revenus qui étaient des revenus contributifs, qui pouvaient reposer sur le care, sur le soin, sur la contribution écologique, ou sur des questions sociales. Il a travaillé là-dessus, Patrick Vivray. Patrick Vivray, oui, mais il a passé sa vie là-dessus, avec une femme... ne cherchez pas les noms. Chercher des noms, mais toujours est-il. Non, oui, mais mais justement, il ne faut pas oublier les femmes qui sont derrière les noms, y compris Caroline Ziegler. Y compris Caroline Ziegler. Parce que quand même, quand il fallait faire marcher la machine, donc, je me suis dit, je n'ai pas de nouvelles de Caroline, je vais écrire. Vous avez parlé de Caroline? Oui, derrière Bernard. Ah ben oui, elle était aux manettes à Épinal-de-Florian. Dans Ars Industrialis. Mais bon, c'est souvent comme ça, mais toujours est-il que disons, Bernard, il a ce talent, enfin je parle comme s'il était toujours là, mais quand il s'empare d'une chose, la chose change. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très frustrés, parce qu'ils disent, mais moi j'avais dit avant, je l'avais fait avant et tout, mais n'empêche, moi j'ai toujours dit aux gens, ok, par exemple, moi je faisais la démocratie participative depuis 10 ans, et puis il s'est commencé à se passionner avec la démocratie participative. Les gens disent, mais pourquoi il débarque, fait ça, et non, chaque fois qu'il s'empare de quelque chose, il ajoute une touche qui est hyper importante, qui est une solidité conceptuelle derrière, une vision stratégique de qu'est-ce qui va marcher ou pas. Et donc je pense que ça c'est la grande qualité, et c'est ce qu'il a fait avec l'économie contributive, même s'il y avait plein de gens qui travaillaient sur l'économie contributive. Il a eu des moments où il était tellement maître qui veut des disciples, que c'était pas possible. Je veux dire, il convoquait tout le personnel de l'IRCAM le vendredi pour écouter un séminaire qui durait 1h30 au déjeuner, philosophique, auquel la majorité des gens ne comprenaient rien du tout, enfin peut-être tous même. Moi je dis c'est pas grave, c'est le reste qui compte, quoi. Mais c'est parce que j'étais pas très proche, au fond, que je peux dire ça. Et puis aussi, je crois que son évolution dans les 10-15 dernières années, elle a été très positive. Il s'est distancié de ça, en fait. Alors, moi, avec 5 autres personnes, quand il y a eu l'arrivée au pouvoir de Syriza en Grèce, on était un certain nombre à savoir qu'ils allaient en prendre plein la figure avec une violence inimaginable. Donc on a créé un groupe qui s'appelait Interdemos pour booster la solidarité citoyenne dans d'autres pays européens, principalement la France, l'Allemagne, et un peu le Royaume-Uni,
avec la Grèce. Hein, dans un contexte où on pensait, bon, alors inutile, on a récolté pas mal d'argent pour l'envoyer aux structures de solidarité sociale qui ont fait tout le soin qui a permis au peuple grec de survivre pendant les 2 premières années après. Mais par contre, au niveau mobilisation des citoyens européens, on n'arrivait à rien du tout. Parce que, en fait, il y a une faiblesse de la citoyenneté européenne hors de certains champs très particuliers, comme le logiciel libre, par exemple. À un moment donné, Bernard est arrivé et il s'est pris d'intérêt pour Paul Jorion, qui, à mon avis, quand même pas forcément le meilleur économiste mais enfin, disons, il n'avait pas le meilleur argumentaire sur comment et pourquoi soutenir la Grèce, enfin le peuple grec. Et là encore, c'est une fois, on a fait une réunion ensemble. Interdemos et Ars Industrialis sur ce sujet. Bon, très honnêtement, mes camarades avec qui on faisait, mais qu'est-ce que c'est, ils ne laissent même pas parler, enfin bon, c'était mais moi j'ai dit non, c'est pas grave. On travaille dans la même direction. Si vous voulez, il y a quelques militants qui ont pris des positions. Je ne sais pas si Philippe Mangeot. Philippe Mangeot, il a été le président d'Act Up, mais après, c'est devenu un acteur de la réflexion sur le militantisme. Et il a fait toute une série un cycle de conférences à Beaubourg sur les passions. Et en particulier, on a fait une sur qui essayait d'expliquer pourquoi diable en France on est toujours dans la préférence pour les passions tristes de se bagarrer avec nos amis plutôt que dans des passions un peu plus joyeuses. Voilà. Et bon, moi j'essaie d'être comme ça, et c'est pour ça que j'ai jamais pensé que les trucs de Bernard faisaient du mal. Il fallait parfois un peu d'humour pour passer par-dessus certaines choses. Est-ce que ça vous tient à cœur de continuer son œuvre à Bernard Stiegler et comment et dans quel sens vous voulez vous y prendre? Alors, je crois pas que ça peut être qu'une partie. Je crois pas que je vais faire quoi que ce soit que je ferai pour continuer son œuvre. Hein. Par contre, il y a des choses qu'il faisait et dont c'est pour moi très dangereux, très dommageable qu'elle ne soit pas continuée. Hein. Évidemment, moi, aujourd'hui, je suis un individu. Hein. Je veux dire, j'ai créé des groupes d'activistes. Donc, moi, c'est essentiellement sur le plan intellectuel que je pense que sur la problématisation du numérique, il y a un déficit de pensée française et même européenne, et même aussi d'ailleurs aux États-Unis, et qu'il faut donner un nouvel élan à ce que Bernard entendait par la disruption j'ai pas lu le livre sur la bifurcation, donc je ne peux pas vous dire que la bifurcation,
Et si vous voulez, message, je vais dire, non seulement je pense que je vais le faire, mais je le fais déjà. Hein. Si vous voulez, par exemple, il y a eu le CNRS a créé un centre Internet et Société c'était juste avant la pandémie, heureusement. Et là, ils m'ont invité à faire une conférence inaugurale dans ce centre. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Le 4e âge de l'informatique sociale », en montrant un peu les temps qu'avait traversé la problématisation de l'informatique des années 70 à aujourd'hui, et en appelant un nouveau temps. Donc ça, pour moi, c'est directement de la continuation du travail de Bernard. Hein, mais c'est aussi la continuation de mon propre travail. Hein. La différence, c'est que je ne touche pas un public aussi vaste, et en plus, je ne touche pas le même que lui. Donc, par exemple, je viens de publier un roman dont le titre est Sœurs, au pluriel, qui est un moment dans lequel il y a une certaine forme de problématisation du numérique et pour moi, je ne fais pas et je suis en train d'en écrire un autre qui porte sur qui est un roman post-apocalyptique, mais sur qu'est-ce que c'est une reconstitution. Parce que je pense que c'est très important que la littérature fournisse des modèles mentaux de choses qui sont impossibles dans le monde réel. Et par exemple, qu'est-ce que ça serait? On peut pas, dans le monde réel, on ne peut pas faire table rase. Hein? Mais qu'est-ce que ça se passerait si des pandémies, des guerres faisait qu'on était dans une situation de table rase. Alors, je ne le souhaite pas, hein, ouais, mais mais je pense que cette imagination-là, elle est, tout comme l'imagination d'Amazon dans Les Furtifs, je passe sa qualité, mais elle est importante, parce que je crois au pouvoir de la littérature de faire penser des possibles. Hein, je suis très sensible à des tas de gens qui ont dit qu'il n'y a jamais d'insurrection à cause de la dureté des choses. Il n'y en a que parce qu'on entrevoit des possibles. Et c'est... Et ça, bon, c'est d'une certaine façon, je pense que Bernard faisait entrevoir des possibles. Et bon, moi, c'est peut-être pas exactement les mêmes et tout, mais c'est une continuation quand même. Est-ce que philosophe, t'en as cité, vous conviendrait? Enfin, j'ai vu que vous l'employez, mais évidemment, c'est pas faux, mais ça ne capture pas, à mon sens, c'est vrai. C'est vrai de toute sa façon d'intervenir dans les débats. Mais ça s'appliquerait aussi à tous les gens qui ont fait des cafés philosophiques, à des tas de... et je pense qu'il y a autre chose, c'est sur enfin, disons, il faut dépioter ce qu'il y a dans le mot philosophe. Quand je l'emploie, c'est à cause de son engagement dans la cité. Il veut évoluer les choses, mais dans un sens pratique. Ouais. C'est non théorique. Enfin, ça me choque pas du tout. Si au moment où vous monteriez un documentaire, vous vouliez lui donner ce titre, je dirais c'est pas mal, mais peut-être quelque chose de plus percutant pourrait. Mais il faut que j'y réfléchisse. Je suis pas très bon pour ça.